En solo, on va retrouver des histoires de solistes, de gens qui ont fait des choses en solo, soit des grimpeurs, soit des alpinistes. Et ça remonte assez loin, je suis remonté jusqu'à Jacques Balmat. On peut considérer pratiquement que c'est Jacques Balmat qui a inventé le solo, dans la mesure où il est allé le premier se coltiner à la montagne la nuit tout seul pour voir ce qu'il y avait derrière, et il résistait au fait qu'il pouvait y avoir dans la montagne des esprits malins, des petits diables, etc. À l'époque, on n'y allait pas trop, et lui est allé le premier. Donc à partir de Jacques Balmat jusqu'à Uli Steck, on balaye un peu l'histoire du solo. Enfin, c'est le grand roman du solo à travers des portraits, des histoires de premières ou de belles aventures en solo, que ce soit en montagne ou en falaise, en escalade, quoi. Et comment tu as fait ta sélection ? Alors, il faut dire que c'est pas un projet qui est venu de mon fait, c'est Marion Blanchard chez Glénat qui avait envie de sortir un bouquin sur le solo, et ça faisait 2-3 ans qu'elle me demandait, qu'elle me disait il faut que tu fasses ça, et moi je me considérais comme pas trop légitime pour faire ce bouquin. J'avais l'impression qu'il fallait que ce soit un soliste, un vrai, qui ait vécu les choses de l'intérieur, qui raconte tout ça. Et puis en fait, en plongeant un tout petit peu dans ce que j'avais lu, dans ce que j'avais vécu, de ce que j'avais enregistré auprès des grimpeurs, auprès des alpinistes, je me suis dit que j'avais là la matière quand même de raconter un certain nombre d'histoires et de faire le tour, entre guillemets, un petit tour du solo, à travers des expériences qui sont complémentaires les unes des autres, et en essayant de déterminer quelles sont les motivations chez les solistes, plutôt que les soloistes. Je préfère le mot soliste que soloiste, qui est souvent utilisé en montagne. Et je me suis dit qu'il y avait là matière peut-être à raconter des histoires qui, mises les unes à côté des autres, allaient raconter un peu le roman du solo. Mais j'ai accepté de faire ce livre à la condition que des solistes, des gens pour qui j'avais beaucoup d'estime, qui ont fait des choses intéressantes, passionnantes, engagées, acceptent de prendre la plume. Et en fait, tous ceux à qui j'ai demandé, c'est-à-dire à Alain Guersen, à François Marcini, à Lionel Daudet, à Moulin, Christophe Moulin, à Raymond Renaud, Walter Sequinel, Julien Hérilly, Claude Gardien, etc. Ils ont tous accepté de faire un texte. Il y a donc aussi cette participation des alpinistes, des solistes, à une participation écrite à cet ouvrage, et ça je trouve que c'est bien, parce que s'il y a un domaine dans lequel aussi les alpinistes s'expriment bien, c'est par écrit, c'est dans les textes, et il y a une vraie qualité d'écriture de leur part, et je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve dans aucun autre sport ou aucune autre activité de ce genre. Peut-être la voile, peut-être la mer, mais les gens qui font de la montagne ou qui font de l'escalade, ils ont une manière de dire les choses, de les exprimer, qui est très intéressante, parce en général, ils l'ont vraiment mûri, et quand on va se frotter à la montagne tout seul, on prend le soin aussi d'analyser, parce que c'est un peu le point commun aussi à tous ces gens qui font du solo, c'est qu'ils font pas ça par hasard, ils font pas ça pour aller se foutre en l'air en montagne. On a pu dire que les gens qui faisaient du solo, c'était un peu des têtes brûlées. Je crois que c'est justement tout l'inverse. Ce sont des gens qui font ça avec beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion, et qui vont simplement là-haut pour voir ce qu'ils ont au fin fond d'eux-mêmes, pour voir ce qu'ils ont dans les tripes, quoi. Et quel serait ce trait de caractère commun, alors ? La volonté de s'engager, de se connaître, de vouloir se découvrir. Alors la motivation n'est pas forcément la même, mais tout le monde va là-haut pour chercher en fait à mieux se connaître et à aller piocher, je dirais, la force qui peut exister dans l'être humain. Et donc les uns et les autres se nourrissent des expériences des prédécesseurs, en fait. Et il y a une grande chaîne de solidarité, je dirais, dans le solo. Même si les gens font pas ça avec au départ la même motivation, certains font ça parce qu'ils sont en rupture avec la société, d'autres font ça parce qu'ils sont pas forcément très à l'aise dans leur basket sur un plan purement personnel. D'autres font ça peut-être pour se faire un nom, pour arriver à occuper l'espace médiatique. Certains le font aussi avec un certain esprit de compétition. Alors les motivations sont assez divergentes, mais le point commun, c'est de tous, c'est de faire ça avec beaucoup d'implication, beaucoup de sérieux, s'engager et aller piocher au plus profond de son intime.
Et quel est celui qui t'a le plus impressionné ou qui a retenu ton attention? Tous à des manières différentes. Il y avait des gens que je connaissais très bien, d'autres un peu moins. Donc le fait de travailler sur ce livre, ça m'a permis d'aller les revisiter entre guillemets. Donc moi, il y a des gens qui m'ont évidemment beaucoup influencé ou qui m'ont beaucoup impressionné quand j'ai eu la chance de les côtoyer, de les rencontrer. Le premier chapitre est consacré à Patrick Edlinger. C'est quelqu'un qui avait une force de vie, une force de caractère tout à fait étonnante. C'était un vrai timide qui se camouflait de temps en temps derrière une attitude que certains ont pu juger comme arrogante, mais qui était un type en or. Un type comme Bonatti, que j'ai eu la chance d'aller voir à Rome dans les années 80. C'est quelqu'un, quand on l'a en face de soi, on est tout petit et il nous met une force de vie derrière qui est énorme. Un de maison, c'est quelqu'un qui prenait beaucoup de place. Pierre Bégin, c'était un type qui était pas forcément très à l'aise dans la communication, mais qui avait une force en montagne, une force d'expression terrible. Plein d'autres, tous à leur manière. Il y a des gens que j'ai pas connus pour cause, genre Tita Piaz ou Paul Preuss ou ces gens-là. Quand on repioche un peu leur carrière, ce qu'ils ont fait, donc au fin des années 1900, début des années 2000. Bon, fin des années 1800, début des années 1900. Ce sont des gens exceptionnels qu'on aurait eu envie de rencontrer parce qu'ils avaient une espèce de charisme et de volonté de se coltiner à la vie, voilà, qui était passionnante. Un Boivin, c'était quelqu'un qui te mettait la pêche, quoi. Lui, son truc, c'était vivre, quitte à en crever, quoi. Je dirais, c'était vivre à fond et aller au fond de ce qu'on avait en soi, quoi. Et donc tous apportent, nous enrichissent. Et c'était un peu ça que j'ai tenu à faire. J'ai l'impression que quand on revoit ces gens-là, quand on les écoute, quand on les relit, quand on va un peu à l'intérieur de leur histoire et de leurs aventures personnelles, j'ai l'impression que ça nous fait du bien à tous, ça nous enrichit. Alors ils ont fait ça de manière solitaire, mais finalement, collectivement, ils délivraient quelque chose. C'est un message que peut laisser encore aujourd'hui un Christophe Profit ou un Moulin, enfin, etc. Je pense que tous ces gens-là, ils nous apportent.